C'est amusant l'hypnose, non? Donc je vous disais tout à l'heure, cette idée d'aller rentrer dans nos suggestions, finalement c'est un petit peu ce qu'on a fait là. Alors c'est une métaphore évidemment, mais qu'est-ce qui fait qu'une personne va croire ou pas croire quelque chose? Alors c'est intéressant parce que dans la manière dont tu le disais tout à l'heure, il y avait tout de suite l'idée je crois ou je crois pas. Mais beaucoup de gens, quand ils parlent de ce qu'ils croient, parlent du vrai. Ils disent c'est vrai, c'est comme ça, c'est pas une croyance, c'est une vérité, etc. La vie est comme ça, le monde est fait comme ça, les gens sont comme ça. Je ne sais pas si vous entendez des personnes qui parlent comme ça parfois. Un ton très, très définitif, par exemple, je ne sais pas, ce qu'on pourrait prendre comme croyance, si on s'attache au souffrir un jour, ou vous savez, ce genre de croyance, ou si on est heureux, il faut en profiter parce que ça ne durera pas, enfin, ce genre de trucs comme ça, horrible. Quelle drôle d'idée, avec des dictons très bêtes, quelquefois derrière, après le beau temps, la pluie. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça il n'y a pas très longtemps. Bah oui, mais la pluie c'est sympa aussi quand même. Donc on pourrait aussi se dire, mais toutes ces suggestions, toutes ces choses qu'on entend, toutes ces choses auxquelles on réagit, alors la plupart du temps, en plus, on n'est pas conscient de la manière dont ça peut agir sur nous. J'ai discuté il n'y a pas très longtemps comme ça avec une personne qui me disait, vous savez, moi, je suis assez... c'est quelqu'un qui se disait très rationnel, très athée, etc. Et en même temps, quand il me parlait, il y avait toutes les croyances judéo-chrétiennes bien ancrées dans sa manière de fonctionner, vous savez. Et pourtant, il disait, je suis libéré de ça, hein, évidemment. Mais d'un autre côté, un rapport à la souffrance, par exemple, qui était très bien, qui portait bien. Un rapport au bien-être, au bonheur, qui était très marqué. Et parfois, c'est étonnant, parce que même quand les gens, quelquefois, disent « je suis émancipé de tout ça, j'ai dépassé tout ça », dans le discours, on entend quand même parfois des croyances comme ça qui sont assez délicates, assez dures à porter. C'est une telle forme d'hypnose, ces croyances-là. Les gens se les répètent parfois comme ça en boucle, en y croyant. En fait, ils y croient parce qu'ils pensent que ce n'est pas une croyance. Donc, ça finit par influencer leur perception de la réalité. Puis au bout d'un moment, ça c'est un fonctionnement de notre cerveau. Quand on croit quelque chose, notre cerveau essaye de nous faire vérifier en permanence. Ce qu'on appelle un biais du cerveau. Si je crois qu'une chose est vraie, tout en moi va m'aider à l'observer. Donc si je crois par exemple que je peux faire confiance à personne, il va y avoir comme une sorte de zoom à l'intérieur de moi qui va me montrer évidemment à chaque fois qu'il y a un truc qui ne se passe pas comme prévu, que j'avais bien raison. Ça marche toujours comme ça de toute façon. J'avais bien raison. Puis vous savez, les gens en plus aiment bien dire ça. Souvent, je te l'avais bien dit, j'avais bien raison, etc. Quand ils vous donnent leurs croyances, ça de toute façon, ça ne marchera pas, la vie n'est pas facile. C'est pareil, ce genre de croyances comme ça. Puis après, quand ça ne marche pas bien, je te l'avais bien dit, hein, c'est pas si facile que ça. Et il paraît qu'en France, en plus, il y a beaucoup ces croyances-là, hein, que réussir n'est pas simple, qu'être bien n'est pas simple, qu'être heureux n'est pas simple, etc. Alors peut-être que c'est très simple, on ne sait pas. Si on nous avait dit dès le début que c'était super simple, peut-être qu'on ne serait pas posé la question. Alors peut-être qu'on aurait vécu les mêmes choses, mais peut-être qu'on l'aurait pensé différemment. L'autre chose aussi, c'est qu'on pense avec les mots qu'on nous donne. C'est-à-dire que si on a un certain vocabulaire, on va penser avec. Et donc on va conceptualiser à partir des mots qu'on a. C'est là que l'éducation joue un rôle aussi très important. Parce que si on nous a donné beaucoup de mots pour penser une chose, alors on va le penser dans beaucoup de détails. Si on ne nous a pas donné beaucoup de mots pour penser une chose, on ne la pense pas, quasiment. Parce que ça ne fait pas partie de notre registre, de nos représentations. Et nos connexions mentales, comme ça, se font autour de ça. Donc si par exemple, une personne est capable de bien décrire quelque chose, en général, elle est capable de le vivre. Si une personne a du mal à décrire quelque chose, en général, elle n'est pas à l'aise pour le vivre. C'est très étonnant de voir cette convergence entre la capacité qu'on a à être dans le détail mental et la capacité qu'on a à vivre quelque chose. La plupart des gens qui disent « je ne suis pas heureux », demandez-leur ce que c'est le bonheur. Ils ne sont pas capables de le définir. C'est très étonnant. Mais s'ils commencent à essayer d'arriver à le définir, à être plus précis dedans, ils se donnent des mots pour le penser. Et donc leur cerveau va chercher les associations d'idées autour de ça, ils vont commencer à le vivre. Quelqu'un qui serait incapable de vivre la tristesse, par exemple, demandez-lui ce que c'est la tristesse, il n'en a aucune idée. Mais s'il commence à la conceptualiser, et c'est là aussi qu'on voit que les livres qu'on lit, par exemple, nous inspirent. C'est-à-dire que les gens qui lisent que des livres, je ne sais pas, où il y a de la tristesse, de la mélancolie et tout ça, c'est bien, hein, mais en même temps, au bout d'un moment, ça leur donne un vocabulaire très riche pour penser ça. C'est génial. Mais s'ils n'ont pas toute la palette émotionnelle, finalement, ils sont contraints dans certaines émotions. Donc c'est intéressant aussi d'observer comment notre cerveau, finalement, crée notre vision du monde à partir de l'information qu'il a. Ce n'est qu'un récepteur d'information, finalement. Même notre corps n'est que la synthèse de toutes les suggestions qu'on a vécues. La manière dont on se tient, la manière dont on s'habille, la manière dont on articule, les mots qu'on emploie, la manière dont on les bouge, ces mots-là, etc. Si on demande à quelqu'un, par exemple, de parler avec un accent étranger pendant une journée, en général, il ne pense pas de la même façon à la fin de la journée. Parce qu'il ne bouge pas les muscles du visage de la même façon, parce que ça donne une mélodie différente à l'intérieur, parce que
Je sais pas, moi, essayer de penser à un drame avec... je vais pas faire l'accent belge, c'est trop facile, mais... Il m'est arrivé un truc très très triste la semaine dernière. On n'y croit pas de la même façon, je suis désolé pour les Belges. Non, on va le faire avec mais je sais très mal faire l'accent marseillais, c'est encore pire que le belge. Mais on imagine bien que ça n'a pas donné la même histoire, en fait. Mais on ne se raconte pas la même histoire selon la manière dont on pense les choses. Essayez... alors je m'amuse à faire ça, quand on forme les gens à l'hypnose, souvent il y a un moment donné où je leur demande de mettre quelqu'un sous hypnose avec un accent étranger, pour voir ce que ça donne. Ça ne donne pas du tout les mêmes séances d'hypnose. Imaginons par exemple que je t'hypnotise avec un accent russe. Alors, je ne fais pas très bien l'accent russe, mais c'est pas la même chose si je te dis avec une voix normale, tu vas tout doucement rentrer dans un état hypnotique qui va t'amener au plus profond de toi-même. Et on sent bien qu'on ne va pas vivre la même chose si je te dis toi rentrer dans l'état profond, très profond. Ça ne va pas être le même imaginaire déjà dans l'état d'hypnose. Donc tout joue finalement. Toi te laisser aller progressivement, très loin. Moi dire toi certaines suggestions, toi vivre certaines suggestions. Je ne vais pas parler de la même façon que si je dis, je ne sais pas, toutes ces suggestions vont commencer à créer de l'imaginaire à l'intérieur et à déployer tes idées, tes pensées. C'est pas la même sensation et tout joue finalement. Notre voix est une suggestion. Et donc c'est intéressant, on est dans une forêt de suggestions, puis on va essayer de voir comment une personne organise tout ça. Il y a plein d'autres personnes qui avaient levé la main tout à l'heure. Qui c'est qui a envie de venir en deuxième? Ah, il y a moins de gens que tout à l'heure, ça c'est étonnant. Ça avait l'air sympa pourtant ce qu'il a vécu, non? Tu as déjà fait de l'hypnose? Un petit peu, ouais. Qu'est-ce qui te ferait envie dans cette expérience? Réussir à mieux savoir comment me contrôler après, comment gérer D'accord. certaines choses. Comme quoi, par exemple? Comme par exemple réussir à me forcer à faire... À te forcer? Ouais. Tu fais comment? Tu t'entraînes comme ça? Non mais au sens où dès que... Enfin, vous disiez qu'on était programmé, comme si on était déjà hypnotisé. Oui. Et c'est comme si dès que j'essayais de me faire quelque chose, Oui. je faisais l'inverse automatiquement. Tu as un exemple de quelque chose qui se passe par exemple en ce moment? La nourriture par exemple. Ouais. Dès que je veux ne pas manger, je mange. Ah, c'est génial ça. Ça marche à tous les coups, non? Ouais, Ouais. Mais c'est plutôt problématique. Tiens, viens, enfin, tu vas passer par le micro avant. Alors, on va passer à une deuxième démonstration. L'idée, ça va être de passer par une autre forme d'hypnose pour voir un petit peu comment ça change. Alors déjà, il y a deux ingrédients. Hein. Il y a la personne qui va de toute façon aller dans une autre direction, parce que vous n'êtes pas les mêmes, évidemment. Et puis, il y a ce que je vais induire, et puis ça va être un mélange des deux qui va créer un état particulier. Il n'y a jamais deux états d'hypnose qui se ressemblent, il n'y a jamais deux séances d'hypnose qui se ressemblent finalement. Parce que même si on disait exactement la même chose à deux personnes différentes, on n'aurait pas les mêmes réactions. C'est ce qui rend la mesure de l'hypnose compliquée. Hein. C'est parce que souvent, vous savez, quand on mesure quelque chose, on doit reproduire. Donc on va enregistrer sur une bande magnétique, par exemple, un accompagnement, puis on va le faire écouter à 100 personnes, et puis on va savoir qu'il y aura tel pourcentage de réactions positives, tel pourcentage de réactions moyennement positives, tel pourcentage de gens avec qui ça n'aura pas marché. Mais le problème, quand on fait une expérience comme ça, c'est que ceux avec qui ça n'a pas marché risquent de se faire une mauvaise croyance en disant « bon, peut-être que je ne suis pas hypnotisable ». Si, parce que peut-être qu'avec un autre enregistrement, ce n'est pas les mêmes qui auraient réagi. Parce que peut-être qu'avec un rythme plus rapide ou plus lent, peut-être qu'avec tel registre de vocabulaire ou tel autre registre de vocabulaire, peut-être qu'avec un peu plus le temps de rassurer au début, ou peut-être qu'en allant plus vite, justement au début, pour pas qu'il se pose de questions, ça aurait mieux fonctionné. Un hypnotiseur, quand il voit quelqu'un se pose plein de questions, il se pose la question lui-même. Comment couper ça? On va saturer peut-être la personne à un moment donné, en lui demandant de faire plein de choses qui vont l'encombrer pour qu'elle lâche prise. On va peut-être ralentir le rythme jusqu'au moment où c'est insoutenable pour la personne et qu'elle est obligée de lâcher prise. On va tester plein de choses en fait. Puis à un moment donné, on va trouver le bon outil pour la bonne personne. Celui qui fait que pour cette personne, ça va être suffisant pour l'amener dans un état particulier. Et là, il va se passer des choses géniales. Tu t'appelles comment? Eve. D'accord. Donc tu as déjà fait de l'hypnose ou... Un petit peu. D'accord. Volontairement ou involontairement? Volontairement. D'accord. Ok. Par toi-même ou... Avoir un hypnotiseur. Un hypnotiseur? Ouais. C'est dangereux ça. Ah ouais? Je sais pas. Moi on me dirait va voir un hypnotiseur, je me dirais ah bon? Et c'était bien? Ouais, c'était pas mal. D'accord. Okay. C'était intéressant. Ça m'avait fait du bien. D'accord. Et donc là c'est pour changer ton rapport à la nourriture, c'est ça? Ouais, entre autres. C'est quoi le but? Mincir par exemple. Mincir? D'accord. Et beaucoup ou pas beaucoup? Pas beaucoup. Pas beaucoup, d'accord. Qu'est-ce que ça va t'apporter à toi? Plus à l'aise, me sentir mieux. D'accord. C'est vrai que là, tu es énorme. Ouais, objectivement. Non, mais je sais que c'est assez drôle comme ça, mais... Non, mais je plaisante un petit peu. Ouais.
Et tu sais, très souvent, les gens sentent quand ils sont bien dans leur corps ou pas, et souvent, ils ont besoin de modifier ces petites choses qui font qu'au moment où c'est vraiment exactement toi, c'est vraiment plus agréable. Pour toi, on va pas rentrer dans les détails dans tout ça, mais imagine que tu arrives à ce résultat. Je sais pas ce que ça signifie en termes de kilos, puis c'est pas ça qui est important, mais le moment où tu te dis, là, je suis vraiment bien, comme ça, qu'est-ce que tu vas ressentir? Bah, c'est plus agréable, je pense qu'on est plus... Enfin, c'est une sensation d'être à l'aise avec soi-même, d'être à l'aise avec son corps, dans ses mouvements. La dernière fois que tu as vécu ça, c'était quand? Euh, ça fait quelques mois, je pense. Quelques mois, d'accord. Et il s'est passé un truc particulier il y a quelques mois? Non. D'accord, ça a commencé comme ça, sans... Avant, Sans quand raison tu précise. disais, tiens, j'ai pas envie de manger, tu mangeais pas? Bah si, mais avant je mangeais et il n'y avait pas de conséquences derrière. Je mangeais d'accord. et je grossissais pas. D'accord, ok. Et tout d'un coup, ça a changé? Ouais. D'accord. Et comment tu as senti que ça avait changé, toi? Le miroir. Ah, d'accord. Tu as plus vu que senti, c'est ça? Ouais. Enfin, D'accord. j'ai senti aussi après, mais seulement une fois Ok, après m'être rendu compte. Vraiment. ok. Et tu disais donc que quand tu disais qu'il fallait pas que tu manges quelque chose, tu le mangeais, c'est ça? Bah, en ce moment, dès que je pense, que je me dis il faut pas que je mange, il faut pas que je mange, et je focalise là-dessus, Mhm. et ben je mange, je peux pas m'en empêcher. Ça marche super bien, tu sais. Imagine par exemple que je te demande de ne surtout pas penser à... Qu'est-ce qu'on pourrait être comme... Quelqu'un peut me dire un éléphant rose, si tu veux. Je voudrais surtout pas que tu penses à un éléphant rose avant de t'endormir ce soir. Mais surtout pas. Mais à tous les Que coups, tu aies je vais penser l'image à un d'un éléphant. superbe éléphant rose avant de t'endormir ce soir. Ni 10 minutes avant de t'endormir, ni 5 minutes avant de t'endormir, ni juste au moment de t'endormir. Il ne faudrait surtout pas que tu te focalises sur l'idée de ne pas voir un éléphant rose ce soir. Ça marche plutôt bien, non? Oui. Notre cerveau est super bien fait. C'est-à-dire que quand on pense à quelque chose, il le crée. Mais on ne peut pas ne pas penser à quelque chose. Regarde, ne pense pas, par exemple, à ta main droite. Raté. Ça ne marche pas. Ne pense tellement pas à ta main droite que tu vas remarquer qu'il y a une sensation différente qui va commencer à se créer. Non, c'est celle-là. Ouais. Elles sont croisées, je me suis trompé. Mais du coup, c'est marrant ça, parce que ta main droite est à gauche. T'es droitière? Oui. Ouais. Donc elle est à droite quand même. Bah oui. Mais elle est à gauche. Bah, elle est positionnée à gauche, mais elle est toujours à droite. Mais elle est toujours à droite, oui. Donc c'était juste une... Mais tu te tiens le bras, c'est pour une raison particulière? Non. D'accord, non, parce que quelquefois les gens sous hypnose ont une main qui se lève toute seule, je sais pas si t'as déjà vu ça. Si, Ouais. dans une vidéo du cabinet public. D'accord, je dis ça parce que comme tu tenais le bras, je me suis dit, tiens, peut-être qu'elle veut pas que ça se lève tout seul ou un truc comme ça. Une fois, il y a une personne, tu sais, qui m'a dit, elle bougera pas, ma main. Ah oui. Bah du coup, on a fait autre chose. Ah. C'est un pied en l'air, non, je plaisante, mais c'est... Alors imaginons aussi, je te pose 2-3 questions comme ça, mais tu me dis si... est-ce que ça signifierait autre chose, ce changement, pour toi? C'est une bonne question. Mhm. Je sais pas. D'accord. Qu'est-ce que tu ressens quand je te pose cette question? Bah, je réfléchis à tout ce que ça pourrait, Mhm. tout ce que ça pourrait représenter, mais j'ai pas d'idée particulière. D'accord, ok. Et donc imagine que tu retrouves un comportement plus simple avec la nourriture, peut-être, ou parce que tu n'as plus besoin de te focaliser dessus, parce qu'il y a d'autres choses qui viennent, etc. Et puis bah, le corps, il change progressivement. Je ne sais pas combien de temps ça peut prendre, mais sur un rythme normal, naturel. Il n'y a pas besoin de ni se forcer, ni d'empêcher, L'idée, c'est que ce soit aussi naturel et simple que possible. Et à un moment donné, tu arrives à ce que tu veux. Est-ce qu'il y aura une autre conséquence sur toi, sur ta manière de penser, sur ta manière d'être, sur ton image de toi, etc. Bah, je serais aussi plus fière de moi dans le sens où j'aurais l'impression d'avoir réussi à atteindre ce que je voulais, mais tout en étant bien et sans avoir cette frustration. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as besoin d'atteindre aussi qui sont encore plus importantes que ça? Bah, à 2 semaines du bac, réussir à travailler par exemple. Ouais, ok. Mais c'est tout. D'accord, d'accord. Tu sais, très souvent, on dit que dans notre cerveau, les choses ont certains liens qui existent. Parce que quand on change à un endroit, ça change à d'autres endroits souvent. Quand on a appris à être plus flexible dans un comportement à un niveau, ça prend aussi à un autre niveau. Comme si notre cerveau s'imprégnait d'une réaction pour la faire passer comme ça dans toutes les autres parties de nous-mêmes. Imagine que là, au-delà d'apprendre à changer un comportement lié à la nourriture, qui est sans doute déjà très bien et important maintenant, ça soit comme un apprentissage encore plus profond qui t'amène à chaque fois que tu as un comportement qui te semble peut-être pas complètement satisfaisant, à pouvoir savoir que tu l'adaptes, que tu le transformes, que tu l'aménages, que tu l'améliores. Est-ce que ça serait bien? Ouais. D'accord. Et quand tu es rentré dans l'état d'hypnose, tu as ressenti quoi?
Ben, justement, j'ai aucun souvenir. Enfin, j'essaie de contrôler jusqu'à ce que j'ai l'impression de dormir. D'accord. Et en revenant en état de conscience, j'avais absolument aucun souvenir de ce qui m'avait été dit. Mais après, j'étais libérée pendant un certain temps. Ça peut se passer comme ça parfois. Là, c'est pas forcément ce qu'on va faire parce que sinon, ça serait peut-être moins intéressant pour tout le monde. Mais il y a parfois des états comme ça où on a l'impression évidemment de perdre conscience. Au fond, c'est comme les rêves. C'est au moment du réveil qu'on perd conscience. Tu sais, on se rappelle des rêves tant qu'on dort. C'est au moment où on se réveille qu'il y a comme une sorte de... Je pense que ça t'a déjà fait ça. On se rappelle du rêve, puis on fait un truc, puis d'un coup on se dit « C'était quoi déjà ?» Alors qu'on l'avait en tête une fraction de seconde avant. Et du coup, on a l'impression qu'on n'était pas conscient pendant le rêve, alors qu'on était quelque part là pendant le rêve, puisqu'on a réfléchi au rêve, puisqu'on s'est posé des questions et tout ça. C'est le moment du réveil qui crée cette rupture, parfois, entre deux niveaux de conscience. Là, tu es dans ton état normal, toi ? Oui. Tu es sûr ? Quasiment. Comment tu le sais ? Bah, j'ai des sensations habituelles. D'accord. Et on va faire un test. Je vais te demander de... Tiens, tu vas poser ta main sur ma main. Et je vais te demander d'appuyer un petit peu. D'accord ? Je vais te demander d'appuyer et de vraiment ressentir que la manière dont tu appuies, à un moment donné, va être beaucoup plus inconsciente que consciente. Un petit peu comme si toi, tu n'avais plus grand-chose à faire, mais que la main était presque naturellement, presque automatiquement collée sur ma main. Jusqu'à vraiment avoir cette sensation, à un moment donné, que c'est presque naturel, comme s'il y avait quelque chose qui venait appuyer presque à un autre niveau, comme si c'était quelque chose de beaucoup plus inconscient que ça. Jusqu'à ressentir qu'il y a comme une sorte de lâcher-prise, une sorte de laisser-aller qui fait que la main fait ce qu'elle a à faire, que le bras, les muscles du bras, des épaules, de l'épaule, tout ça fait exactement ce qu'il y a à faire. Et je te demandais maintenant d'essayer d'annuler cette poussée consciemment. D'essayer d'annuler consciemment, mais de sentir que c'est assez particulier, que c'est assez bizarre. Tu ressens ? Je vois. Ça demande un effort différent d'habitude, non ? Mais c'est assez libérant pour l'épaule, en l'occurrence. Ouais. Repousse encore un petit peu plus cette fois. Et maintenant, on va faire encore autre chose. J'ai demandé à ton inconscient d'imaginer vraiment que ta main va être comme collée à ma main, jusqu'au moment où il y aura presque cette sensation assez étrange, qu'il n'y a plus vraiment de frontière entre les deux, comme si, tu sais, parfois on a tellement tenu quelque chose, on a tellement été attaché à quelque chose qu'on a du mal à savoir si ça fait partie de nous ou pas, comme dans les rêves, où quelquefois ce qu'on voit et nous, c'est une seule et même chose, ou ce qu'on perçoit et ce qu'on ressent à l'intérieur. Jusqu'à avoir la sensation qu'en fait, ta main, elle est en train d'être de plus en plus à un niveau inconscient, comme si tout ton bras était presque endormi, presque engourdi, et que toute cette partie de ton corps était déjà quasiment sous hypnose. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu vas avoir cette sensation que toute l'énergie qui était dans cette poussée va se transformer. Il va y avoir des petits spasmes musculaires de plus en plus courants. Tu vas ressentir que toutes les sensations du bras et de la main sont un peu différentes. L'autre main et l'autre bras vont aussi commencer à réagir un peu différemment. Et aussi fortement que cette main, elle est comme ça dans cette tension, l'autre main, elle va commencer à être plus légère. Et ça va être plutôt agréable de ressentir que l'autre main, elle commence à être plus légère. Tu vas sentir qu'elle est tellement légère qu'elle va commencer à se soulever tout doucement. La légèreté dans la main et dans le bras vont commencer à grandir et ça va être comme s'il y avait quelque chose qui tirait un peu dessus, comme ça. Jusqu'à avoir la sensation qu'il y a comme quelque chose qui l'attire vers le haut. J'aimerais que tu l'observes, pas seulement visuellement, mais mentalement, émotionnellement, et tu te demandes tout ce que ça implique, cette légèreté dans le bras, cette légèreté dans la main. Comment tu ressens tes mains, là, maintenant ? Mais je sens que la sensation n'est pas pareille que d'habitude, mais le fait qu'elle ne se lève pas, je me demande si c'est pas justement de la suggestion, comme si c'était pas... Mais ce n'est que de la suggestion. Mais finalement, ton comportement jusqu'à maintenant n'était aussi que de la suggestion. Sauf que si tu savais jouer avec, tu l'aurais déjà changé. Donc on va juste faire des suggestions un peu différentes. Tu vas juste fermer les yeux quelques instants. Et je vais te demander d'imaginer en effet que tout ça n'est que de la suggestion. Qu'il n'y a jamais eu autre chose que de la suggestion. Parce que finalement, même ton prénom n'est qu'une suggestion. C'est juste quelque chose que tu as appris un jour et tu l'as identifié à toi. Et puis, tes comportements aussi sont des suggestions. Puisque tu les as appris, tu les as découverts, tu les as explorés. Et puis, tout ce que des personnes ont pu te dire, te faire ressentir, toutes les informations que tu donnes à ton cerveau, finalement, ne sont que des suggestions. Si je te demande de penser à un bon souvenir, tu te fais la suggestion d'un élément agréable et tu commences à sourire. Si je te demande de penser à quelque chose d'important, ton cerveau commence à changer sa réflexion. Si je demande à ton cerveau de créer une réaction comme les paupières qui se mettent à trembler, alors ça peut créer plein de choses, n'est-ce pas ?
Et ça peut être très doux en même temps, les suggestions. Tu sais, on dit parfois qu'il s'agit juste de sculpter quelque chose quand on fait de l'hypnose. De sculpter les suggestions pour trouver la bonne, la plus intéressante, la plus précise et la plus utile. Alors on va tester plein de suggestions, jusqu'au moment où ton inconscient va savoir exactement ce qu'il aura envie d'en faire. Tu peux te demander à quel moment cette main va être très légère. Mais au fond, l'important n'est pas qu'elle se soulève. Peut-être qu'elle se soulèvera. Peut-être qu'elle se soulèvera toute seule dans quelques minutes. Peut-être que cette autre main aussi va se soulever, celle qui bouge là, dans ce mouvement. Ce mouvement n'est qu'une suggestion aussi. Mais c'est très facile de suivre une suggestion comme celle-là. On a juste à se laisser aller, à se laisser emporter. C'est comme, tu sais, si on glissait sur un long et grand toboggan et que c'était très doux comme pente. Très doux. Alors on aurait le temps de regarder à droite et à gauche, de se poser des questions sur la vitesse et sur la manière dont un virage peut être pris. Et cette idée qu'être sous hypnose, c'est comme être juste en train d'écouter une histoire finalement. Alors tous ces petits tremblements de la main, tous ces petits tremblements du bras et du poignet, ça va être comme des suggestions supplémentaires. Mais je vais demander à ton inconscient quand il sera prêt à prendre autrement les suggestions, à s'en servir pour t'aider, de te créer à toi une suggestion. Ta tête va se mettre à pencher sur un côté. Et ce sera comme si ton inconscient te disait « c'est bon ». Tout ça est déjà une réponse importante à une suggestion. Tout ça va tellement simplement finalement. Mais juste au moment où ton inconscient est prêt à jouer différemment avec les suggestions. Et puis cette main, elle bouge de plus en plus, n'est-ce pas? Peut-être qu'elle va être prête à voler à un moment donné. Peut-être qu'elle va être prête à décoller à un moment donné. Comme si une autre suggestion venait lui dire « la pesanteur n'existe pas pour cette main et ce bras. Ça n'a jamais vraiment existé, puisque les muscles peuvent l'annuler, mais la sensation à l'intérieur, elle, peut être assez différente, n'est-ce pas? » Je me demande quelles sont toutes les suggestions qui font que pour l'instant tu t'es autant focalisé sur la nourriture et ton poids. Je me demande qu'est-ce qui a fait que ça a été important un jour et qu'est-ce qui fait que ça allait jusqu'à maintenant. Peut-être que les choses s'arrangent toutes seules quand ça n'est plus vraiment important. Tu sais, un petit peu comme les personnes qui attachent leur attention à quelque chose et elles le font vivre, elles le créent parce qu'elles y attachent de l'importance et qu'elles y attachent des pensées, qu'elles y attachent des suggestions, justement. À chaque fois qu'il y a une pensée, on pourrait se dire que notre cerveau a une pensée, que c'est juste ça, que c'est notre cerveau qui a une pensée, et que cette pensée est le résultat de plein d'autres suggestions. De tellement de suggestions qu'on en a oublié une immense majorité. La tête penche un peu sur le côté. Elle va pencher un peu plus encore, pour que tu sois sûr que ton inconscient soit prêt à vivre ces suggestions différemment. Et puis, parfois on rentre dans un état plus profond. Parfois on a juste l'impression que la pente devient un peu plus rapide, qu'il y a comme l'idée de se laisser glisser, de se glisser porter, de se laisser entraîner. Et cet entraînement peut être tellement agréable. Qu'on peut se laisser porter comme quand on est happé par un livre ou une histoire et qu'on finit par oublier le temps et l'espace. Qu'on finit par oublier qu'on est assis ou allongé, qu'on est en train de lire un livre pour vivre une histoire, pour ressentir des choses. Quand on oublie le temps qui passe et que les minutes défilent tellement rapidement. Quand on est absorbé par un film et qu'on finit par ressentir des émotions particulières. Qu'on finit par ressentir un attachement à une idée, une curiosité ou de l'impatience. Tu sais, dans ces moments où le temps ralentit, où on sait qu'il va se passer quelque chose d'important, et il y a cette légère impatience. Et les pensées fonctionnent différemment dans ces moments-là, n'est-ce pas? Parce que si vraiment ce mouvement continue d'une autre façon, il n'y a plus aucune raison de laisser les choses se modifier, parce que parfois, les réactions s'inversent. Ce qui était important devient moins important. C'est comme voir l'autre face de nos pensées. Comme si tu t'étais focalisé sur certaines choses et que maintenant tu pourrais apprendre à te focaliser sur d'autres choses. Comme s'il n'y avait vraiment plus d'idées dans tout ça, mais juste un rythme, juste une pensée, juste une sensation, comme quand on est entraîné par une sensation et qu'on ne sait pas exactement où elle nous porte, mais que les choses changent et se transforment. Le sens change, l'énergie change, les pensées changent,
les réactions changent parce que notre cerveau est tellement prêt à apprendre tellement de choses. Notre cerveau est tellement prêt à apprendre des choses qui, quelquefois, nous échappent. Comme quand on est juste attentif à quelque chose qui peut nous rendre un peu confus et qu'on lâche un comportement pour aller vers un autre comportement. Et ça peut être tellement simple. Quand ton inconscient va être prêt à lâcher l'ancien comportement, cette main va prendre une direction différente. Parce que maintenant, elle peut le faire toute seule. Et que finalement, elle a toujours su le faire toute seule. Je me demande dans quelle direction ton inconscient va vouloir aller. Et à quel rythme, et à quelle vitesse, et à quel moment il va vouloir te surprendre. À quel moment cette partie de toi pourrait comme te dire à l'intérieur, je peux faire des choses qui sont tellement plus étonnantes que ça. Parfois, c'est le lâcher-prise qui compte. La plupart des gens qui veulent contrôler font l'inverse. Mais la plupart des gens qui lâchent prise, à un moment donné, découvrent que c'est tellement simple, tellement plus agréable comme ça. Alors, si tu autorisais juste ton inconscient à changer un comportement et à changer une réaction, à approfondir une sensation, à percevoir différemment ton corps, ton image, à quel moment l'image se modifierait, à quel moment ton corps se modifierait? Peut-être que ça pourra aller très vite. Peut-être qu'il n'y a pas vraiment même besoin d'y penser. Parfois ça met quelques jours ou quelques semaines, mais l'important c'est de sentir que ça va dans la bonne direction. Alors quand ton inconscient saura que ça va dans la bonne direction, la tête va se mettre à pencher vers l'avant. Alors ça sera différent de penser à manger ou pas quelque chose. La manière d'y penser est différente à ce moment-là. Et la manière de le ressentir. Je ne sais pas ce qui s'est passé il y a quelques mois. Si c'est vraiment juste le corps qui a changé. Ou si c'est autre chose qui a changé. Mais comme tu ne sais pas qu'est-ce qui a changé et comment ça a changé, tu n'as pas vraiment besoin de savoir comment maintenant ça change. Et à quel niveau ça change. Mais j'aimerais que ton inconscient aille lui au bon endroit. À un niveau bien plus profond que tout ça. Bien plus important que tout ça. Comme à la racine de tout ça. Et c'est seulement quand il y sera, et qu'à cet instant-là, à cet endroit-là, quelque chose va changer, que la tête va vraiment pencher vers l'avant. Plus fortement. Comme une manière pour l'inconscient d'acquiescer, de valider, et de te faire ressentir même à un niveau conscient que quelque chose se fait. Souvent, quand un changement inconscient se crée, tu sais, il y a une question qui peut se poser. Comment ça va être après ? Puisque tu as déjà vécu quelque chose comme ça, tu sais qu'on n'est pas obligé de comprendre ou de savoir. Mais j'aime bien quand les gens repartent avec l'idée d'un apprentissage qui s'est fait, qui repartent avec l'idée de quelque chose qui a été appris à l'intérieur. Alors j'aimerais vraiment que ton inconscient garde de cette séance un mécanisme, un apprentissage important. De façon à ce que si un jour un autre comportement limitant comme ça existe, il y reste la trace de cette séance. Et ton inconscient saura qu'elle peut être appliquée à autre chose. Il saura qu'il peut retourner dans cet état-là, peut-être la nuit, peut-être pendant une période de rêverie, pendant que tu seras ailleurs et dans tes pensées. Et qu'il aura toujours la clé, l'outil pour modifier ça, pour te faire d'autres suggestions. Peut-être même qu'un jour tu seras attentive au fait que certaines suggestions pourraient prendre trop de place et que ça serait bien de les lâcher. De ne pas y accorder d'importance ou de les laisser passer, glisser. Pour éviter justement qu'un comportement plus gênant ou moins intéressant arrive. Comme une sorte d'anticipation de tout ça. En attendant, quand ton inconscient aura terminé tout ce travail, il y aura juste une sensation de légèreté. Et la tête va se redresser. Les paupières vont se remettre à trembler plus fortement. Peut-être que dans la main, il y aura à nouveau certains spasmes musculaires. Comme une autre activité qui vient. Alors, au fur et à mesure que, comme ça, tout doucement, la tête se redresse, que les paupières se mettent à trembler un peu, qu'un doigt se soulève par instant, qu'il y a ces petits spasmes à l'intérieur et que plein d'autres choses arrivent, comme la partie visible de toute cette action, de toute cette activité inconsciente. Le corps se réveille. Quand la tête sera complètement redressée, ce sera comme quelque chose à l'intérieur qui dit « c'est bon, cet instant est terminé, cet apprentissage est fait, ces sensations ont changé ». Je ne sais pas ce que tu vas manger ce soir ou si tu as déjà mangé ou pas, mais
qui est bien avec ce genre de comportement, c'est qu'on teste assez vite au final. Alors l'idée, évidemment, c'est de quand même penser à manger un peu. Mais en général, le corps, c'est exactement ce dont il a besoin. Alors quand c'est bon, le tonus musculaire va pouvoir revenir progressivement dans les mains et dans les bras. La respiration va se refaire un peu plus ample, réveillée, naturelle. Le teint de la peau change. La présence est différente et peut-être que tu peux t'étirer, rebouger un petit peu, consciemment, revenir en pleine forme. Ouvrir les yeux. Bonjour. Bonjour. Tu as déjà mangé ou pas du coup? Non. D'accord. Il te faut combien de temps pour tester ça, à ton avis? C'est-à-dire que ça a changé? Quelques jours, je pense. Quelques jours. D'accord, ok. Tu sais, très souvent, il n'y a rien à faire quand on fait une séance d'hypnose comme ça. Après, il y a juste à observer ce qui vient. Et tu peux être assez curieuse de voir, d'observer, mais sans ni forcer dans un sens ni dans l'autre. La plupart du temps, l'inconscient va prendre, là, dans les quelques jours qui viennent, toute la mesure de tout ça, puis il va adapter, il va ajuster. Parfois, ça va un peu trop loin au début, puis ça revient, il y a des petits ajustements comme ça. Pendant quelques jours, en tout cas, hein, c'est l'affaire de 3, 4, 5 jours, quelque chose comme ça. Mais l'idée, consciemment, c'est juste d'être en observation de ça. Comment tu as vécu ce petit moment? C'était assez agréable, mais j'ai eu du mal à accepter de rentrer dans l'hypnose. Ouais. Qu'est-ce qui t'a manqué pour ça? Je sais pas, j'essaie de contrôler, de me dire à chaque fois que vous disiez des mots qui me rappelaient la réalité, et qui me rappelaient que vous essayez de m'hypnotiser. Et j'essayais de rester vraiment dans la réalité. D'accord. Quel était l'intérêt pour toi de faire ça? Parce que c'est intéressant. Mais je sais pas vraiment. D'accord. J'étais dans une lutte entre rester dans cette pièce, dans cet endroit, et de me rappeler que j'étais dans la réalité, et me laisser aller à l'hypnose et laisser mon inconscient être malléable, ou je sais pas comment ça fonctionne. En fait, c'est étonnant parce que, mais c'est intéressant pour ce qu'on dit là. D'habitude, on ne rentre pas dans les explications là quand on fait des séances, mais c'est intéressant de se dire qu'on peut être à la fois dans la réalité et à la fois hypnotisé. C'est-à-dire que ce n'est pas deux choses qui sont antinomiques, c'est deux choses qui peuvent vraiment cohabiter et exister. Tu vois, si par exemple on refait un truc tout simple, tiens, mets ta main presque contre ma main, juste 1 ou 2 centimètres comme ça, et puis je te dis, ta main va être comme attirée. Tu es là, pourtant, et le mouvement se fait. Rien ne t'empêchera de le contrôler, mais en même temps, si tu le laisses vivre, ce mouvement existe, et pourtant tu es dans la réalité. Mais il n'y a pas de mouvement. C'est votre mouvement. Comment? C'est votre mouvement. Il y a eu le mien, mais il y a eu le tien aussi. Tiens, on va faire l'inverse. Imagine que maintenant la main est repoussée. Tu le sens? Non. C'est vrai? Ouais. C'est marrant ça. Vous le voyez, vous? Pourtant, tu es plus proche normalement. Tiens, on va le faire autrement. Tiens, mets-toi debout. Ça va être plus simple comme ça. Mets-toi dos à moi. Mets les bras le long du corps, ferme les yeux. Prends une bonne inspiration. Et ton corps va être attiré vers l'arrière. C'est la même chose, mais pourtant tu es là. En fait, je pense qu'on peut commencer à se déshypnotiser quand on comprend ça. Tout ça n'est que suggestion. Et quand on commence à se dire, finalement, je n'ai pas à lutter contre ça, j'ai à prendre ça et l'utiliser. Les suggestions, c'est génial, mais c'est comme plein de courants qui viennent dans tous les sens. Si on arrive à le canaliser, à se dire, je dois aller dans cette direction-là, là, on en fait quelque chose. On ne résiste pas, on utilise, en quelque sorte. De toute façon, on est tellement assailli de suggestions qu'on ne pourrait pas résister à tout. Par contre, si on se dit, mais je veux toutes les suggestions, par contre, à l'intérieur de moi et une action particulière, alors là, on devient très, très libre. C'est pour ça que je viens là-dessus, parce qu'au-delà de ce que tu as vécu là, ça n'interfère pas avec le travail qu'on a fait. Au contraire, même, c'est intéressant, parce que comme il y a eu cette lutte, le fait qu'à un moment donné, il y a des mouvements inconscients, de la tête, etc., bon, bah, toi, ça te montre aussi que malgré ça, ça fonctionne. Donc c'est même intéressant. Mais pour nous tous, c'est cette question-là qu'on doit se poser, je pense. À quel moment on fait le jeu de ces suggestions, à quel moment on utilise ces suggestions comme... c'est comme nager à contre-courant et nager dans le courant, finalement. Quand on prend ces suggestions à notre profit, on nage avec le courant, ça va plus vite et c'est plus confortable. Mais si on essaie de lutter, on va contre. Et c'est exactement ce que tu décrivais tout à l'heure, quand tu disais « j'essaye de me dire qu'il ne faut pas que je mange un truc, etc. » Le problème, c'est que notre inconscient a le dessus. Notre inconscient, il nous contrôle quelque part. Donc si on n'est pas avec lui, il gagne. Si on est avec lui, on peut, une fois qu'on est avec lui, lui dire « bon, bah ça c'était bien, mais maintenant j'ai envie de ça. » Et là, en général, il réagit bien. C'est un peu ce qu'on a fait là, en quelque sorte. Bon, c'était plus facile vers l'arrière, mais c'est plus pratique vers l'arrière parce qu'au bout d'un moment, les gens tombent.
Je me rappelle d'une personne qui me disait non, ça bouge pas, ça bouge pas. À un moment, j'ai lâché, boum. Je l'ai rattrapé, hein. C'est pas boum vraiment. Surtout là, ça serait pas très confortable. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Tiens-moi au courant. Oui. Elles sont super intéressantes ces questions sur à quel moment on est sous hypnose, à quel moment on lutte, etc. En fait, il y a plein de résistance à ça et c'est normal parce que lâcher prise n'est pas une chose simple. Parce qu'on ne l'a pas appris, hein, tout simplement, parce qu'au final c'est quelque chose de très simple. Il n'y a rien de plus simple que ça, puisqu'il suffit de rien faire. Mais vous savez comment c'est, à l'école on nous apprend à penser, c'est très bien. Puis on nous apprend à calculer, puis on nous apprend à organiser nos pensées, et puis c'est très très bien. Puis on sait faire plein de choses, après on sait calculer des équations, on sait faire des dissertations, et puis on sait parler de plein de choses, c'est génial. Mais on ne nous a pas éduqués émotionnellement. Il n'y a pas un cours d'émotion. Ce serait bien un cours d'émotion. Ce serait un enseignant qui nous dirait, bon bah voilà, alors telle émotion, elle fonctionne comme ça, puis telle émotion, elle sert à ça, puis telle émotion, elle est géniale pour ça, puis celle-là, on peut en faire ça. Ce serait extraordinaire, non? Et on apprendrait comme ça aux enfants à l'école, je sais pas moi, en CE1. Parce qu'en CP, il y a le cours de cerveau pour ceux qui sont déjà venus. Je fais tout mon programme comme ça. Et on apprendrait par exemple aux enfants à utiliser le stress pour me faire démonter l'adrénaline, et comme ça, ils n'auraient pas peur du stress. Ils en auraient même quelquefois l'idée que c'est un truc super intéressant. Et quand ils auraient, je sais pas, un truc stressant, ils en feraient une force. Et puis on leur apprendrait à jouer avec la confiance, et puis à jouer avec la peur, parce que c'est génial la peur, on aime bien se faire peur parfois. Juste ne pas en être prisonnier, c'est ça qui est important. Et puis on apprendrait à jouer avec la créativité, qui peut être une émotion aussi parfois quand elle est vécue d'une certaine façon. Et puis la joie, et puis le plaisir. Et on apprendrait aux enfants comme ça à se créer des palettes émotionnelles super larges, et puis à se faire des, je sais pas, des cocktails émotionnels. Je vais mettre un peu de confiance, et puis de la joie dedans, et puis de l'intensité, et puis je sais pas, et puis de la tension dedans, et puis je vais me faire ce cocktail-là pour la journée. Ce serait génial, non? Et puis le lendemain, on se dirait, là aujourd'hui j'ai envie d'un truc un peu plus reposant. Hier c'était bien, mais un peu épuisé quand même. Aujourd'hui je veux de la sérénité, je vais mettre dedans une pointe d'humour, et puis on va rajouter, je sais pas, un peu d'engourdissement, parce que c'est agréable l'engourdissement. Et puis le jour d'après, on se dirait, bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Aujourd'hui, je vais mettre de la curiosité, un maximum de curiosité. Tous les gens que je vais rencontrer vont me sembler passionnants. Tout ce que je vais entendre va me sembler génial et nouveau. Tout ce que je vais lire, apprendre ou percevoir va me sembler une expérience à découvrir complètement. Ce serait génial. Si on apprenait ça aux enfants, ils n'auraient pas de croyance sur leurs émotions, ils auraient juste une capacité à avoir plein d'émotions. Alors rassurez-vous, même adulte, on peut l'apprendre. Ça demande parfois de désapprendre certaines choses avant, c'est juste ça. Mais ça prend quelques minutes de désapprendre finalement. Il y a quelqu'un qui veut jouer un peu pour terminer? Ah, il y a une main qui se lève très vite. Bah oui, viens. Oui. Je dis jouer, il peut se passer n'importe quoi. Hein. Il va falloir quand même que tu ailles mettre un micro avant. Il y a des questions sur ça, ou une petite question avant qu'on passe à la dernière démonstration? Non, tout va bien? Vous êtes en forme? Bien installé? Tu n'es pas sous hypnose? Non. Non. J'aurais bien aimé. C'est vrai? Oui. Bah, on a quelques instants comme ça. Je peux juste jouer avec ton bras? Oui. Il y a l'idée, tu sais, que parfois, on ressent une légère sensation d'engourdissement comme ça. Et quand l'engourdissement il commence à se créer, la main elle est attirée sur le côté. Un petit peu comme si c'était un voyage qui commençait. Plus la main va être attirée sur le côté, ça va être comme si ton état de conscience se décalait. Comme ça, tout doucement. Et pendant quelques instants, tu vas avoir l'impression d'être comme à côté de toi. Comme légèrement décalé par rapport à toi, comme si tu avais un regard tout nouveau. Et je te demandais d'imaginer même que ce décalage, il grandit, il grandit, il grandit. Alors tu pourrais être la personne qui est à côté de toi, mais ce ne serait pas super confortable d'être quelqu'un d'autre comme ça. Donc tu pourrais être aussi encore un peu plus loin, et en train de regarder quelqu'un qui a un bras en l'air qui bouge tout seul sur le côté. Et tu vas regarder un truc, cette personne qui a un bras en l'air qui bouge sur le côté, elle va se sentir dans un état tellement bien et tellement agréable à l'intérieur que ça va être comme une montée émotionnelle très positive. On appelle ça un fou rire. Et parfois, tu sais, quand on a une émotion comme ça qui monte, qui grandit, qui prend de plus en plus de place, on se sent comme tout à fait libre de choisir exactement l'état émotionnel qu'on voudrait pour toute la fin de la journée. S'il y a juste un mot comme ça qui venait pour toi et qui serait vraiment l'état qui serait le plus agréable pour la fin de la journée, ça serait quoi? Bonheur. Bonheur. Je te demandais de fermer les yeux quelques instants. Vous pouvez vous installer là. Hein. Ne rentrez pas sous hypnose avant que j'arrive. Ton bras va prendre un autre trajet.
Et plus la main va s'approcher du visage, plus tu vas t'approcher de ce que tu appelles le bonheur. Quand la main va toucher le visage, cette sensation sera là, présente, comme si chaque parcelle de toi, chaque cellule du corps s'en imprégnait. La respiration est différente, les pensées sont différentes et cette sensation restera au moins jusqu'au moment où tu vas t'endormir ce soir. Au moins. En fait, je ne sais pas s'il y a une raison pour laquelle elle ne serait pas là demain, mais peut-être qu'elle pourrait durer demain. Surtout si tu te rappelles qu'à un moment donné, il suffisait juste de laisser la main s'approcher du corps, du visage. Et quand ton inconscient sera prêt, il pourra faire ce dernier centimètre qui la sépare de la joue, comme ça. Et très souvent, tu sais, quand on rentre sous hypnose, on peut y rester quelques instants et en profiter. Je te demanderai d'y rester autant que tu veux, que ce soit quelques secondes ou quelques minutes. Pendant que la troisième démonstration va commencer, à moins que ce soit la quatrième du coup. Profite vraiment de tout ça, et puis quand tu seras prête, quand tu le voudras, tu auras juste à le désirer. Et la main redescendra tout doucement. Et le corps pourra se réveiller à ton rythme, à toi. J'avais pas beaucoup de temps, donc on a fait un peu vite. Hein. Tu vas bien? Ça va, merci. Ouais. Tu t'appelles comment? Marie-Christine. Marie-Christine, d'accord. Tu as déjà fait de l'hypnose ou pas? Une fois, mais c'était pas... Il n'y a que des gens qui connaissent ce soir. Non, mais c'était pas des séances comme ça. C'était pas des séances comme ça? Non. C'était quoi? En fait, c'était par téléphone. D'accord. Donc, c'était pas tout à fait la même chose. C'était plus la relaxation. Tu avais un kit main libre, j'espère? Oui. Non, parce que, tu sais, la... oui, sinon c'est problématique. Boum, le téléphone tombe. Réveillez-vous, hop. Je dis ça parce que ça m'est arrivé une fois, mais... Non, je ne vais pas raconter ça. Non, c'était la première fois face à face, c'est ça que je veux dire. D'accord, d'accord. Enfin, côte à côte. Oui, côte à côte. En même temps, tu sais, en hypnose, très souvent, on dit qu'on est confronté à soi-même. Donc, il y a une sorte de... C'est comme si, finalement, il y avait nous et nous-mêmes, comme deux parties de nous-mêmes qui pouvaient se rejoindre. Alors, je disais que c'était pour jouer, cette fois. Tu sais, notre cerveau sait très facilement apprendre les choses. Seulement, parfois, alors ça serait le cours de CE2, on apprendrait à faire plein de choses avec notre cerveau. Mais des choses géniales, parce que notre cerveau, c'est une machine extraordinaire, puis on ne nous apprend pas comment elle fonctionne. Donc, très souvent, on me dit, voilà, je sais pas, par exemple, crée un projet. Puis les gens, on dit, crée un projet, c'est très bien, mais comment je fais, etc. On ne sait pas très bien. Ou alors, réjouis-toi, j'aimerais bien me réjouir, mais là, je ne sais pas exactement sur quel bouton appuyer à l'intérieur pour que ça crée ça. Et donc, ce serait super intéressant de savoir conditionner notre cerveau, mais volontairement, c'est-à-dire se faire une vraie hypnose volontaire, plutôt que ça nous arrive par erreur. Tu sais, imaginons par exemple quelqu'un qui, un jour, se sent pas très très bien, pour plein de raisons, et puis il y a quelqu'un qui lui mettrait la main sur l'épaule, comme ça, puis qui lui dirait « c'est pas grave, ça va passer ». Alors là, le cerveau se dirait « tiens, quel est le rapport entre ce contact que j'ai senti sur l'épaule et puis cet état émotionnel dans lequel je suis ?» Peut-être que cette personne ne va pas très bien le lendemain, alors que la même personne lui met la main sur l'épaule en disant « c'est pas grave, ça va passer ». Le cerveau commence à faire une association d'idées. Puis un jour, cette personne va plutôt bien, puis il y a le même type qui passe et qui fait « ça va aujourd'hui ?» Et là, le cerveau se rappelle que quand il y avait cette main sur cette épaule, c'était sans doute qu'il y avait une émotion pas très agréable, donc il la recrée. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de choses. C'est un peu le cas de la maladie de Proust, hein, c'est vous savez, le lien émotionnel qui se crée, le lien sensoriel qui se crée. Alors, on va faire un test comme ça. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie? Si c'est vraiment intime, tu ne me réponds pas. Hein. Non. La vie tout court. La vie tout court, voilà, d'accord. Qu'est-ce que tu ressens quand tu penses à ça? À la vie? Oui. Au bonheur. Hein. Au bonheur? Oui. Concentre-toi bien sur cette sensation-là. On va juste imaginer qu'il y a quelque chose qui se crée et qu'il y a un lien qui se crée entre ce bonheur, cette idée du bonheur et ce qu'il y a là sur ton épaule, ce contact sur ton épaule. On va le faire encore un peu plus. J'aimerais que tu penses à plein d'images, plein d'expériences, plein de personnes qui symbolisent pour toi le bonheur. Des lieux, des vécus, des choses que tu as senties, que tu as imaginées, que tu as traversées. Pense à tout ça, là. Imagine que ça grandit à l'intérieur, que ça prend de plus en plus de place. À l'intérieur. De toi? Oui, dans la pièce aussi, si tu veux. D'accord. On est toujours à l'intérieur de quelque chose, finalement. Du système solaire. Et j'aimerais que tu penses vraiment à toutes ces choses qui se passent. Tu sais, parfois, quand on est vraiment bien dans l'état d'hypnose, ça continue, ça s'approfondit, etc. Et très souvent, tiens, pense à, qu'est-ce qu'est le moment le plus rempli de bonheur de ta vie, c'est quoi?
Enfin, pense-y en tout cas, pas forcément le décrire, mais l'important c'est vraiment ce que tu ressens. D'accord. Tu y es là? Oui. D'accord, hop. Ça renforce encore un peu l'apprentissage, hein. Tu sais, notre cerveau, plus on le fait, plus ça marche, et plus ça s'approfondit, et plus ça grandit. Est-ce qu'il y a un truc pas très agréable comme ça dont tu aimerais te débarrasser? Oh oui. Ouais. D'accord. Tu y penses à 2 secondes? Bah non, je viens de penser au bonheur, mais il faut que je pense à quelque chose. 2 secondes. D'accord. C'est pas terrible ce que je te demande, mais c'est juste pour tester un truc. D'accord, ok. Tu y penses là? Ouais. C'est pas très agréable? Non. D'accord, ok, c'est tout. Repense au bonheur? Tu y es là? C'est plus dur. Hein. Ouais, repense-y. Ça m'a déconnecté. C'est normal. Ça va prendre quelques instants. Au moment où ça revient, tu vas sentir qu'il y a comme une sensation très agréable à l'intérieur qui remonte, qui reprend de la place. Et quand je t'ai demandé de penser à un truc très très important tout à l'heure et qui était positif, c'est bon, tu y es? Ouais. Ok, laisse-le. Rentre encore plus dedans, vis-le encore plus intensément, ferme les yeux si ça t'aide, comme ça, ouais. Hop, rentre dedans. Imagine vraiment qu'il y a comme un apprentissage qui va se créer, tout simplement, comme si ton cerveau savait exactement comment apprendre quelque chose ou désapprendre quelque chose. Maintenant, rouvre les yeux. Repense au truc qui n'était pas très agréable. Ça fait quoi? Rien. Mince. C'est vrai? Enfin, j'y pense, mais ça m'affecte moins. Bah, attends. T'as un autre truc que t'aimes pas trop? Ou dont t'aimerais te débarrasser? Oh, plein, oui. Ouais? Bah, pense à un autre truc qui n'est pas très agréable. D'accord. Tu me dis quand il y est. Oui, voilà. Ouais, tu y es? Oui. C'est bien, hein? Enfin, ça, c'est pas bien, pour l'instant. Repense au truc très très agréable. Ouais. Le bonheur. Souvent, la 3e fois, on le retrouve encore plus vite. Ça remonte, ça grandit, c'est encore plus fort et ça s'intensifie encore un peu plus quand le corps se rappelle de ce que c'est, là, sur l'épaule. Et hop, et hop, et hop, ça désapprend. Maintenant, repense au truc qui n'était pas très agréable tout à l'heure. Ça fait quoi? Ça fait rien, c'est confus. Hein. Ah oui? C'est fou ça, non? Ouais. T'imagines en 1 heure le nombre de trucs qu'on pourrait désactiver comme ça? Bah, j'ai envie, oui, justement, de désactiver. C'est étrange, non? Tu sais comment ça fonctionne? Eh bien, écoute, il y a un point d'acupuncture très particulier à cet endroit-là. C'est beaucoup plus simple que ça. Je sais que notre cerveau fonctionne par association d'idées. Ça, c'est un truc qu'on peut tous se faire. Si à un moment donné, vous pensez à un truc qui est très très agréable, et que je sais pas, vous appuyez sur la main, qu'est-ce qui fait votre corps? Il associe émotion positive à sensation sur la main. Vous pensez à un autre truc agréable, vous pensez, hop. Donc on peut faire plein de choses avec. Même quand, quelquefois, il y a l'état d'hypnose qui est lié à une sensation particulière, et qui grandit, qui s'approfondit à l'intérieur encore un peu plus. Et donc notre cerveau apprend et apprend et apprend et apprend, et au bout d'un moment, ça devient un réflexe conditionné. Quelqu'un vous appuie sur la main, vous vous sentez bien. Donc ce qui fait qu'il y a une grosse charge émotionnelle à un endroit. Imaginons après qu'on pense à un petit truc pas très agréable. Et puis on appuiera à un autre endroit. Alors si on le fait soi-même, il faut penser à ses mains après où on va appuyer. Parce que après, je ne peux pas faire avec l'autre main. Donc on aurait mis le positif là. Et puis on en met, on empile bien hein, jusqu'au moment où il y a une énorme émotion positive, ce qu'on a mis là. Et puis là, un truc pas très positif. Mais là, vaguement, on l'associe vaguement. Si on enclenche les deux en même temps, les deux émotions sont créées, mais il y en a une qui a été très chargée, alors que l'autre a été moyennement chargée. C'est comme une petite vague qui rencontre une grosse vague. La première, elle annule l'autre. Et donc, à l'intérieur, ça reconfigure la sensation pour notre cerveau. C'est-à-dire qu'il est obligé de recréer un nouvel apprentissage. Il ne sait plus comment ça fonctionne avant. Ça crée un flou, comme tu dis. C'est comme si on ne savait plus comment on devait réagir à ça. Du coup, la prochaine fois qu'on y pense, notre cerveau est obligé de recréer un nouveau lien. Et comme il est encore un peu associé à l'idée du positif, ça devient presque agréable parfois, de repenser au truc qui n'était pas très agréable. Du coup, on reconfigure la manière dont notre cerveau fonctionne. Là, vous imaginez, en cours de CE2, si on apprenait ça? Alors, on dirait donc à un enfant, bon, bah là, t'as vécu un truc pas très agréable, on dirait, ah ouais, c'était vraiment pas très agréable. Pense à un truc que t'aimes, hop, encore un autre, hop, encore un autre, hop. Au moins, il est super bien, repense au truc qui n'était pas très agréable, désactivé. Ah, ça serait bien, mais il n'y aurait plus de travail pour les thérapeutes si on faisait ça. Donc surtout, ne diffusez pas cet apprentissage à toutes les personnes autour de vous, ne le testez pas en permanence, surtout quand vous vivez un truc pas très agréable pour le désactiver tout de suite, parce qu'après, imaginez tous ces pauvres thérapeutes qui seraient au chômage, moi je ne serais plus faire grand-chose, enfin voilà, on serait vraiment démunis, ce serait vraiment compliqué. Oui, mais là, étant donné qu'on a touché là et là, je ne peux pas toucher les deux en même temps. Bah toi non, non c'est vrai, mais toi tu peux le refaire ailleurs, par exemple là et là. Ah d'accord. Ouais. Après tu peux essayer, mais ça va être compliqué. Voilà, bah si, tu pourrais aussi, En plus, regarde, qu'est-ce qui se passe maintenant si j'appuie là? Bah,
je pense, quelque chose d'agréable. Et là, normalement, il n'y a plus rien. Ouais. C'est neutre. Ça a été désactivé. Là, il y a un truc agréable. Alors l'idée, c'est de le renforcer de temps en temps. Alors tu le feras ailleurs, ce sera plus pratique. Mais celui-là, à la limite, tu peux le garder. Parce que l'autre, il ne sert plus à rien, il est fini. Donc celui-là, tu peux le garder, puis avec l'autre main, tu appuies ailleurs. D'accord. Donc ça va faire bizarre, t'imagines, tu prends le train, par exemple. Les gens vont se dire, tiens, il y a quelqu'un qui est un peu bizarre. Mais en même temps, c'est qu'une suggestion. Hein. Parce que quelquefois, on le fait tellement naturellement, ce truc-là, qu'à la fin, il y a une émotion pas très agréable qui vient, hop, on la désactive, on en fait autre chose, on la transforme. En plus, ça crée naturellement, tu sais, ce que les psychologues appellent de la résilience. La résilience, c'est la capacité qu'ont certaines personnes, quel que soit l'événement qui leur arrive, même s'il n'est pas positif, à en faire une force derrière. Imaginons, tu sais, quelqu'un qui va prendre une mauvaise nouvelle. Ben, il va en faire une capacité, il va en développer quelque chose d'intéressant. Quelqu'un qui va un jour avoir un obstacle à franchir, ben, il va en faire une ressource, il va en profiter pour se développer. Les gens qui sont résilients sont des gens qui sont capables de dépasser n'importe quoi qu'il arrive, parce que tout reste très positif à l'intérieur d'eux. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'il y a à faire et ils gagnent quelque chose au passage à chaque fois. Et très souvent, le défi des thérapeutes dans tous les domaines, c'est d'apprendre la résilience aux gens. Parce que si tout le monde était comme ça, on estime que c'est 5% de la population. Ce qui ne veut rien dire, parce qu'en fait, c'est 5% de gens qui l'ont appris, avant tout. D'une manière ou d'une autre, peut-être parce que leurs parents étaient comme ça. Alors du coup, c'est plus facile de recopier quelque chose qu'on a vu étant enfant. Ou peut-être parce qu'on a vu quelqu'un qui était comme ça, et puis que ça nous a inspiré. Et donc parfois, quand ce n'est pas le cas, on doit le réapprendre un peu plus tard. Mais on peut tous l'apprendre. Et ça, c'est juste un levier de résilience. C'est une forme de conditionnement différent. Bon, il n'y a plus qu'à jouer avec. C'est plutôt chouette, non? Ouais. Alors, c'était pas de la grande hypnose avec des bras qui se lèvent et tout ça, je suis désolé. On a fait plus simple. Mais en même temps, tu peux t'en servir quand tu veux. D'accord. Je te souhaite une belle soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Et tu sais, parfois on arrive au dernier chapitre d'une histoire, les tout derniers mots d'un livre. Quand on sent que ça va être le dénouement. Tu sais, quand on arrive vers ces moments où l'expérience, tout doucement, se transforme. Alors qu'on l'inconscient a pris tout ce qu'il avait à apprendre de cette expérience, la main se décolle du visage. Comme quelque chose à l'intérieur qui dit « c'est que le début d'une aventure, mais pour l'instant, elle peut se terminer tout doucement. » Parfois, on a besoin de quelque chose pour y arriver. Juste besoin de se rappeler que l'expérience qu'on vient de vivre, quelle que soit sa valeur, quelle que soit son importance et son intérêt, elle pourra continuer à chaque fois que tu en as besoin. Elle sera toujours là comme une ressource, quelque chose que tu peux retrouver. Et tu peux vraiment avoir confiance dans cette partie inconsciente de toi pour te la rappeler. Il y avait cette idée du bonheur tout à l'heure. Je ne sais pas comment tu vas en profiter ce soir. Je ne sais pas comment tu vas découvrir cette sensation-là ce soir. Et peut-être que demain, tu auras envie de retrouver cette expérience pendant quelques minutes. Tu te mettras juste un temps quand tu retrouveras cette expérience, en te disant, par exemple, ça va durer 5 minutes, du temps d'une montre, ou 10 minutes. Mais à chaque fois, te mettre un vrai temps. Et quand ça sera fait, ta main, tu sais très bien qu'elle pourra se soulever toute seule. Comme elle a bougé toute seule tout à l'heure. Et puis, elle montera, et à la fin de l'expérience, elle redescendra. Et jamais ton inconscient te montre là qu'il peut le faire maintenant. Et mettre fin à cette expérience dans les prochains instants. Tout en te laissant dans l'expérience la plus agréable possible. Parce que parfois, on s'aperçoit que c'est en ressortant de l'expérience qu'on en profite encore plus. Comme ça. La main se décolle du visage de plus en plus, et plus elle se décolle du visage, et plus elle bouge comme ça, et plus tu peux retrouver un état de conscience ordinaire, avec tout ce que tu as trouvé dans cette expérience. Tout à l'heure, il y a eu un décalage, et maintenant c'est comme revenir en toi, revenir au présent. La conscience va remonter dans le bras jusqu'à la main et jusqu'au bout des doigts, et dans l'autre main aussi, et dans les jambes et dans le visage. Et ça va être comme ouvrir un cadeau. Au moment où les yeux vont s'ouvrir dans quelques instants.
comme être de l'autre côté de quelque chose. La respiration va redevenir un peu plus habituelle, ordinaire. Et la main peut commencer à redescendre. Et plus elle redescend, plus elle redevient consciente. Et tu sais, tout à l'heure, on parlait de déshypnotiser. Au fond, l'état dans lequel tu es là à cet instant n'est ni plus vrai ni plus faux que n'importe quel autre état. Il est juste adapté à certaines choses et moins adapté à d'autres. L'état de conscience est adapté à tellement de choses. Et parfois, on voyage dans notre inconscient parce que c'est adapté pour d'autres choses. C'est juste une question d'état et de moment, et de besoin et de désir. Alors la conscience peut revenir bien dans le visage et dans la main et dans le bras. Et tu vas recommencer tout doucement à modifier la position de la main, mais consciemment. Comme ça. Et puis à rouvrir les yeux quand tu veux. À reprendre une bonne inspiration. Et à profiter de toute cette expérience à l'intérieur de toi. Bonjour. Bonjour. Ça avait l'air bien. Oui. C'est un peu frustrant quand ça s'arrête quelquefois. Oui, c'était bien. Ça se voyait. Merci. Merci d'avoir été volontaire. Merci. 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 C'était un plaisir. Bon, vous êtes prêts à passer à un autre état ? J'espère pour vous que c'était un bon moment, une bonne soirée. Que pour ceux qui découvraient, ça vous a appris certaines choses sur l'hypnose. Et évidemment, c'est une première vision comme ça, avec peut-être des portes ouvertes et puis des interrogations derrière. Il y a souvent des gens après qui ont des questions, des choses quelquefois plus personnelles, etc. Et c'est souvent pratique quelquefois d'en discuter. Il y a plein d'endroits sur Internet et autres où on peut échanger sur l'hypnose et où c'est assez pratique. Mais en tout cas, ce qui est important après une soirée comme ça, j'espère pour moi, ça a été démystifié pour certains, qu'à la fois on voit que c'est quelque chose qui est assez beau, assez simple finalement, que c'est juste, comme on disait tout à l'heure, de la suggestion. Mais comme plein d'autres choses sont de la suggestion. Et qu'en même temps, une fois qu'on comprend ces principes-là, on peut commencer à jouer avec et puis à s'en servir pour soi. En tout cas, si ça a servi à ça, j'en suis très heureux. Merci à tous d'être venus ce soir. Il y aura dans 15 jours le tout dernier cabinet public de l'année à Paris. Il y aura peut-être des choses bizarres pour le dernier. Donc c'est dans 15 jours. Et puis après, ça reprendra en octobre, je pense, quelque chose comme ça. Je ne sais pas encore les dates. D'ici là, je vous souhaite... D'ici là, je vous souhaite de belles choses. Merci à tous et merci à ceux qui sont venus ici. Bonne fin de soirée. Merci.